Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous fêtez vos 50 ans de carrière, ce qu'il est difficile d'imaginer lorsqu'on vous voit, en particulier sur notre chaîne YouTube. Vous avez vécu au Québec avant de vous installer un jour à Biarritz pour surfer non pas au bord de l'océan, mais sur des vagues d'applaudissements. Bonjour Diane Tell. Bonjour Jacques. 50 ans de carrière, d'abord on est heureux de vous retrouver, il y a bien longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais c'est impressionnant parce que vous avez un parcours incroyable. On va évoquer ce parcours, c'est le principe des clés d'une vie sur Sud Radio. On va évoquer également une chanson de votre nouvel album pour 2026. Et puis on va commencer par votre première télévision qui est le 20 mai 1981. Ce générique, écoutez-le. Le Collaro Show. Exact. Vous vous souvenez de cette chanson? Et cette chanson, c'était celle-ci. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert. Alors cette chanson qui est très sérieuse, vous l'avez enregistrée avec Collaro et son équipe dans des conditions particulières, Diane Tell. Oui, on peut retrouver d'ailleurs certains extraits, je crois, sur YouTube. On me le refait de temps en temps parce que, en fait, ils ont décidé d'imager avec des acteurs, donc tout ce que je racontais dans la chanson. Donc, je te construis une villa, il y avait des maçons derrière moi. Je t'offrirais des bijoux, il y avait le bijoutier qui était derrière, etc., etc. Et j'avoue que j'avais pas vraiment compris le truc et j'étais assez vexée. Alors ce qui est drôle, c'est que du coup c'était très réussi parce qu'eux ils étaient complètement à la blague et moi je faisais une tête et c'était presque on avait l'impression avec le temps comme ça en voyant ces images que je le faisais exprès, mais pas du tout. J'étais vraiment en colère, quoi. En même temps, la chanson était à peine célèbre. Cette chanson, je crois qu'elle est née, Diane Tell, entre New York et Montréal. C'est vrai, vous êtes très bien informé. J'avais été choisie pour représenter mon pays, le Canada, au Festival international de la chanson de Spa, qui n'existe plus, mais qui était un festival très important à l'époque. Et j'ai donc écrit cette chanson pour participer, car il fallait présenter des chansons inédites. Et celle-ci, donc, a été écrite, composée pour gagner le concours, et j'ai perdu au premier tour. Oui, vous avez été éliminé, et vous avez cru à ce moment-là que la chanson s'était terminée pour vous. Donc cette chanson, en tout cas. Encore une fois, très vexée. Alors, en plus, le thème, c'est quand même les codes de l'époque. Une femme qui explique à son conjoint, pauvre, pourquoi aujourd'hui une femme ne peut rien offrir à un homme. À l'époque, c'était d'actualité. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Absolument, mais la chanson, je ne sais pas par quel miracle, elle se transforme au gré des publics qui l'aiment et qui la portent de génération en génération. Alors aujourd'hui, on y voit plutôt le côté romantique, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais envie de dire à celui que j'aimais, qui était un jazzman sans le sou, écoute, je ferai tout ça pour toi, bien que j'étais pas très riche moi non plus, mais je le fais pas parce que ça va t'enlever ton côté protecteur, le côté masculin et tout ça. Et bon, voilà, c'était une chanson fort romantique et ça l'est toujours, je pense. Oui, mais je crois qu'à l'époque, au Québec, les féministes se sont élevées contre vous, Diane Tell. Oui, parce qu'ils disaient que je prônais la femme objet, cette femme qu'on achète à coups de cadeau, en fait. Mais c'était des images. J'aurais pu dire, si j'étais un homme, par exemple, si on était aujourd'hui, si j'étais un homme, je t'emmènerais sur la planète Mars dans ma fusée. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça encore. Non, mais vous êtes devenue une étoile, donc tout va bien. Alors, il se trouve aussi que cette chanson, curieusement, passe à la télévision, mais jamais à la radio, car elle ne correspond pas au code de la radio. Et non, puis il faut se remettre dans le contexte. Mitterrand vient d'être élu. Et donc, les radios libres vont être créées. Mais à l'époque, il y avait surtout les radios nationales où on parlait plus qu'on ne chantait. Et puis, on faisait pas jouer beaucoup de musique anglo-saxonne ou de musique nord-américaine. Même si elle était francophone, nous, on faisait quand même de la musique nord-américaine en français. Voilà. Et puis, un jour, Max Guazzini, qui a été l'assistant d'Orlando, donc qui a travaillé avec Dalida, repère votre chanson. Et là, ça change tout.
Alors c'était, oui, un des des coups de foudre, car il y en a eu plusieurs. Il y a eu Monique Lemarcy qui était programmatrice à RTL, et je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que ça existe toujours, les Stop ou encore. Bien sûr, oui. Donc où on est un peu en compétition avec une autre artiste ou un autre artiste, et je l'avais gagné. Donc j'ai été programmée, et bon, ça a beaucoup aidé. Puis les radios libres aussi, quand même, ont ouvert les portes. C'est une chanson qui a été, par exemple, numéro 1 sur Énergie, l'énergie de Jean-Pierre D'Amico, où il y avait l'émetteur sur le balcon et le reste des appareils dans le salon de son appartement, quoi. C'était le début de ces radios complètement libres, à la manière de Radio Caroline à l'époque. Elles étaient tellement minimes que j'ai connu certaines radios où on mettait des boîtes d'œufs sur le mur pour empêcher le son de passer. On fait toujours ça dans les studios d'enregistrement. Hein. Alors, il se trouve aussi que le succès a été là et que l'équivalent des victoires de la musique, les Félix, vous ont récompensé à 4 reprises, ce qui est déjà extraordinaire. Oui, à 4 reprises pour la seconde année, puisque l'année d'avant, avec le disque précédent, on avait été aussi... le prix qui m'a le plus marqué, touché, ça a été celui d'auteur-compositeur. Parce qu'à l'époque, au Québec, il n'y avait pas d'auteur-compositeur féminin dans la pop musique. Il y avait certainement des auteurs et des compositeurs dans toutes sortes de musique, mais dans le mainstream, comme on dit en bon français, j'étais la première, et 2 années de suite. Alors ça, c'était énervant, parce qu'en face, il y avait que des hommes. Et donc j'étais toute jeune en plus, donc ça a énervé un petit peu, mais ça a lancé, je crois, l'idée qu'une femme pouvait être aussi auteur et compositeur. Et il y en a eu d'autres comme Linda Lemay qui triomphent aujourd'hui. Bien plus tard. Sûr, oui. Alors il se trouve qu'au départ, vous n'êtes pas fait pour la musique. Je crois que votre père est médecin et votre mère professeur et fait de la théologie. Oui, c'est vrai. Ça n'a rien à voir avec la musique, mais je crois qu'il y a un grand-père qui jouait du violon. Oui, mon Dieu, vous êtes très bien renseigné. Louis de Gonzague-Fortin. Alors, il jouait du violon, il dirigeait le quatuor, il avait aussi l'imprimerie et il avait le journal La Gazette des Campagnes, donc il imprimait, et il a aussi participé à la fondation de l'école d'agriculture, et il était coach de l'équipe de hockey. Voilà. Donc là, il y avait le choix pour ce qui est du futur de ses petits-enfants. Mais effectivement, le don pour la musique, quand même, m'a été presque imposé. Enfin, le don. J'avais un petit don pour la musique, certes, mais on m'a envoyé au conservatoire à l'âge de 6 ans, un peu forcé. C'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Et puis, heureusement, j'ai eu la chance d'avoir d'extraordinaires professeurs, dont Monsieur Luis Robello, qui était un professeur de violon et qui m'a encouragé à changer d'instrument, mais à continuer de faire de la musique. Ouais. Vous avez fait de la guitare classique et de la guitare jazz ensuite. Oui. Puis il y a une lointaine cousine, je crois, qui est Madonna dans la généalogie. Oui, alors Madonna, sa maman s'appelait Louise Fortin. Oui. Mon papa Michel Fortin. Donc évidemment, nous sommes les Fortins parmi les 100 familles qui ont colonisé le Canada au XVIIe siècle, 1645, on est parti là-bas. Je suis de la 11e génération, elle aussi. Mais l'un de nos ancêtres a fait 27 fils, donc des Fortins, il y en a beaucoup. 27 fils. Et on peut pas dire qu'on est cousine germaine quand même. Non, mais vous êtes lointaine cousine, c'est déjà pas mal. Oui. Alors vous commencez dans ce qu'on appelle les boîtes à chansons, les cabarets. Aznavour, Roche, Charlebois ont débuté. C'est le meilleur apprentissage qui soit, Diane Tell. Oui, sauf que on commençait dans de véritables boîtes à chansons francophones. Et je vous le disais tout à l'heure, il n'y avait pas d'auteur-compositeur féminin à l'époque. Et moi, quand j'écrivais mes chansons, j'étais pas très appréciée de ces boîtes à chansons qui voulaient qu'on chante Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Aznavour, évidemment, Jacques Brel et tout ça. Donc, bizarrement, moi, j'ai chanté beaucoup dans les clubs anglo-saxons parce qu'ils s'en fichaient. Je pouvais chanter dans la langue que je voulais. L'important, c'est qu'on vende des bières. Donc, comme j'avais une clientèle qui aimait bien la bière, j'étais très appréciée des bars anglo-saxons de Montréal. Et puis, il y a eu un premier disque totalement oublié, c'est celui-ci.
Sur la pochette, vous sucez votre pouce avec un doudou dans les bras. Oui. C'est oui, assez oui. curieux. Oui, j'avoue que c'est une photo qui passerait pas au conseil d'administration aujourd'hui, je pense. Assez provocante. Puis bizarrement, là, je l'ai faite, la photo, dire j'ai posé, mais c'était pas une demande de la maison de disques, mais ils l'ont mis sur la pochette. Puis aujourd'hui, c'est une photo qui est assez culte. Au Japon, par exemple, Oui. l'album est assez culte. Et cette chanson, Les Cinémas Bars, elle n'est pas oubliée au Québec, puisqu'il y a une jeune artiste qui l'a reprise, et dans un album de jazz. Et elle a gagné justement un Félix, donc une victoire de la musique canadienne, québécoise plutôt, avec cet album. Et lorsqu'elle est allée chercher son prix, j'ai vu la cérémonie. C'était cette chanson qu'on entendait chanter par elle. Donc c'est chouette quand les jeunes artistes reprennent nos chansons et leur donnent à nouveau un élan incroyable. Et l'élan, vous l'avez eu ensuite pour d'autres activités qu'on va évoquer à travers une autre date, le 22 septembre 1990. A tout de suite sur Sud Radio avec Diane Tell. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Diane Tell. Nous parlerons tout à l'heure de votre tournée pour vos 50 ans de carrière. On a évoqué vos débuts dans les boîtes à chansons avec votre style. Et le 22 septembre 1990, c'est la première de ce spectacle. Je l'aimerai à travers toi, je t'aimerai à travers lui, et pour lui tu me donnes. La légende de Jimmy à Mogador, ce soir la première d'un spectacle dans lequel vous êtes la tête d'affiche féminine. Oui, il y a quand même Tom Novembre, Oui. et puis il y a Renaud Hanson, et il y a Nanette Walkman. Oui, Nanette Walkman et Renaud Hanson qui avaient déjà été dans Starmania. Oui, voilà. Et Et Nanette aussi. Nanette, oui, qui avait aussi causé quelques problèmes à Johnny Hallyday lorsqu'elle avait fait la tournée du Johnny Circus qui avait ruiné Johnny à l'époque. Ah bon? Ouais, oui. Ah, mais vous avez une telle culture, Jacques, vraiment. On pourrait parler des heures. C'est vous qui devriez faire l'invité de la clé d'une vie. Oui, mais là- et moi, là- je vous interrogerai. Oui, mais non, mais là, j'ai des tas de questions à vous poser. Alors, d'abord, il faut savoir que vous avez un jour décidé de quitter le Québec parce que c'est un petit pays et de tenter votre chance en France, Diane Tell. Oui, mais j'étais partie pour une année comme ça, sabbatique. C'est vrai que j'avais quand même déjà sorti 4 albums. Il y en a le premier qui est sorti ici, c'est le 3e avec Si j'étais un homme. Et on avait vraiment, vraiment travaillé, fait le tour de toutes les villes, les salles, les trucs, les prix, les machins. Et à 23, 24 ans, tu te dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et puis, quand on a beaucoup de succès très jeune comme ça crée des jalousies, puis peut-être qu'on devient un peu arrogant aussi, hein, il y a un peu les deux côtés. Et c'est vrai qu'il y avait une lassitude, je pense, du côté des médias, du public et peut-être de moi-même. Je me suis dit, je vais partir une année en France, puis en fait, je suis jamais retournée vivre au Québec. Mais l'envie, c'était quand même parce que la chanson Si j'étais un homme démarrait, et l'envie, c'était quand même de percer en France, c'est sûr. Mais j'avais pas vraiment de plan de carrière. Je l'ai fait avec instinct plus qu'avec réel plan de match, comme on dit au Québec. Alors, il se trouve donc que la légende de Jimmy commence. Comment vous avez été repéré et choisi pour ce rôle important? Parce qu'il faut savoir que Luc Plamondon et Michel Berger ont mis 2 ans à écrire ce spectacle, après Starmania, second opéra rock. Et l'idée, c'est un jeune homme qui se fait appeler Jimmy et qui rencontre une groupie. Et... Ben oui, on est 2 jeunes groupies de James Dean et on se retrouve sur sa tombe. Alors, ce qu'il y a, c'est que les gens se souviennent peut-être que Starmania, c'est un spectacle qui a été créé au Palais des Congrès à la fin des années 70. Pour 30 représentations, parce que c'était pas libre ensuite. Exactement, c'était pas libre, et puis tout le monde c'est des vedettes énormes qui étaient dans le spectacle, etc. Mais le disque a eu tellement de succès, les chansons ont eu tellement de succès que ça a été repris. D'abord au Canada, puis après en France, puis encore aujourd'hui, je sais pas combien d'années plus tard, on reprend toujours Starmania. Il y a eu une version récente qui était formidable en 24, donc 25 même. Donc c'est un spectacle extrêmement populaire. Maintenant,
au début des années 80, lorsque je débutais, j'étais souvent sollicitée pour participer à différentes versions de ce spectacle. Et à chaque fois, j'ai dit non. D'abord parce que je voulais faire ma propre musique, et deuxièmement parce que je trouvais que les autres artistes femmes qui avaient pris tous les rôles étaient extraordinaires. Et un jour, je ne sais pas si vous vous souvenez certainement, Jacques, de Patrick Villaret, oui, bien qui sûr. était un grand monsieur de l'industrie de la musique en France. Qui travaillait avec Michel Berger et France Gall. Exact, et qui dirigeait Barclay, qui a dirigé les éditions Barclay, qui a créé d'autres spectacles avec Plamondon, et vraiment une personne exceptionnelle qui m'avait lui repéré. Il m'appelle, il me dit bon, on t'a organisé un rendez-vous avec Michel. Tu vas dîner avec lui en tête à tête. Mon Dieu. Michel Berger et moi en tête à tête, on se retrouve, puis il dit, tu sais ce qu'il va te demander? Non, je sais pas du tout. Et évidemment, il me demande, bon, là, on veut vraiment que tu participes à la prochaine version de Starmania. J'ai dit, Michel, non. Toujours non. Par contre, si un jour tu fais un autre spectacle, là, je suis ton homme. Et il part à rire, on se quitte bons amis, et puis 2 ans plus tard, donc... je suis contactée par l'équipe, et je passe des auditions et j'ai reçu le rôle. Donc, il avait pas promis de m'engager, mais il avait promis de me contacter s'il faisait autre chose. Il donnait ses paroles, Michel Berger, oui. On le sait bien. Alors, il se trouve que les répétitions ont été un peu chaotiques. Tout a été fait à la dernière minute, ce qui est souvent le cas d'ailleurs avec Jérôme Savary. Jusqu'au dernier instant, il y avait des choses à changer. Oh, même après le dernier instant, il changeait encore des choses. Ah non, mais c'était un spectacle. Bon, il y avait évidemment, des personnalités, Berger, Plamondon et Savary. C'est quand même 3 êtres avec des idées. Oui. Et puis c'était fort comme ambiance, quoi, quand même. Et Jérôme avait son petit, son personnel autour de lui, hein. Il y avait ses acteurs, parce que c'était une pièce qui était à la fois jouée et chantée et dansée. Il y avait pas que, c'est pas un opéra rock comme Starmania. Il y avait un petit peu de texte aussi. Enfin, il y avait une mise en scène importante. Et donc, oui, ça a été assez chaotique. Mais très, très beau spectacle. J'ai adoré le faire, évidemment. Puis après, malheureusement, la guerre du Golfe est arrivée, la première guerre du Golfe, donc au début de l'année 91. Et donc, nous avons été arrêtés. Et sauf mon erreur, le spectacle n'a jamais été repris par la suite en France. Il a été repris au Québec. Une fois au Québec, oui. Et moi, j'étais déjà dans autre chose, donc je ne l'ai pas fait. Et cette autre chose, c'était ceci. Je voudrais tant te ressembler, Marilyn. Je voudrais comme toi me parfumer d'une larme de Chanel et oser. Alors pour une Québécoise, être Marilyn Montreuil avec Jérôme Savary à Chaillot, c'est quand même assez particulier d'Anne Tell. Ouais. Pour une jeune Québécoise qui arrive d'Abitibi-Témiscamingue, c'est un peu comment on dit, les corons, les mines du Nord, oui, un peu, c'est un peu l'ambiance comme ça. Oui, en fait, c'est un grand pas, un écart énorme entre ma culture d'origine et tout ça. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que Jérôme m'a confié la composition de toutes les musiques. Donc là, j'avais le rôle de Marilyn, mais j'avais aussi celui de compositeur. Alors, ça a rendu les choses encore 1000 fois plus compliquées, mais c'était génial. On a écrit beaucoup de chansons, Jérôme et moi. Lui faisait les paroles et moi les musiques. Et la troupe était exceptionnelle. Et c'était à Chaillot. On a fait quand même 180 représentations de Marilyn. Et c'était c'est des expériences inoubliables. Oui, et il y avait dans ce spectacle un clin d'œil à certains M Show, et Nobody is Perfect notamment. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous le savez, mais cette phrase a été totalement improvisée par les comédiens pendant le tournage. Elle n'était pas dans le script original. Ça, je ne savais pas. Et c'est vrai qu'il y a une référence à certains M Show dans ce spectacle. Pas que, c'est vraiment un spin-off, si je puis dire, dans le sens où certains M Show, le film de Marilyn, donc c'est deux bandits qui se déguisent en femmes et qui rentrent dans un orchestre de filles pour s'échapper des personnes qui les recherchaient. C'était la mafia ou je ne sais pas quoi. Donc ils partent du nord des États-Unis
je me souviens plus exactement quelle ville, vers la Floride Ouais, c'est ça, oui. ou Las Vegas, enfin dans le sud. Alors nous, on part de Montreuil et on va à Monte-Carlo. Oui, et puis Marilyn Montreuil, c'est une petite chanteuse de bar, quoi. C'est pas un grand orchestre, mais oui, on Mais avait. vous allez quand même mener la revue à Monte-Carlo. Vous allez, c'est pas. Ah, la oui, je sais pas si on a le droit de dire ces mots-là sur Sud Radio. On a tous les droits, on parle vrai, nous parlons vrai. On parle vrai. Alors j'avais mes plumes dans le derrière et puis c'est sur la tête aussi avec le petit bikini en paillettes là, façon Monte-Carlo, et on descendait les marches avec des talons de 20 cm là, ouais, quand même, c'était toute une école. Ouais. Oui, comme Lynn Renaud, comme Miss Tinguette, comme Joséphine Baker. C'est qu'au départ, lorsque le Casino de Paris est né en 1917, c'est Jacques Charles, qui était le directeur artistique, qui a eu l'idée de créer un escalier de lumière. Ah. Mais au départ, c'était une échelle, donc il fallait descendre l'échelle et la remonter avec des lumières, et c'était pas facile. Non, et les pieds en canard, parce que les marches sont très très fines. Et Joséphine Baker a appris à Lynn Renaud à descendre le grand escalier en regardant devant elle et avec un annuaire sur la tête pour remplacer. Pour les plumes. Exactement. Qui sont hyper lourdes. Alors moi, c'est Savary qui m'a appris à descendre, et Nanou Garcia aussi, qui était une actrice dans le spectacle formidable, avec qui on a tellement eu de bonheur et de plaisir, avec tous les comédiens d'ailleurs. Alors ça, c'était le côté comédie musicale, mais il y a aussi d'autres choses que vous avez faites dans votre parcours, et j'ai trouvé une autre date importante aussi, c'est le 11 juin 2010. À tout de suite sur Sud Radio avec Diane Tell. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Diane Tell, 50 ans de carrière, et quelle carrière! On va évoquer la suite tout à l'heure. On en revient au passé. 11 juin 2010, ce soir-là, vous êtes à Montréal, sur la scène de la Place des Arts, pour les Francopholies. Et les Francopholies de Montréal, on entend cette chanson. Je voudrais encore être amoureuse. Je vais bien, ouais. Je n'ai rien. L'une des 13 chansons de Dr Boris et Mystère Vian, qui est encore une nouvelle aventure. Oui, alors, ça remonte quand même à l'époque Savary, puisque pour Marilyn Montreuil, nous avions besoin d'un orgue de barbarie dans le spectacle, qui était pratiquement un des personnages. Et Jérôme m'a dit, va voir Chouchou. Enfin, il appelait tout le monde Chouchou. Oui. Les hommes comme les femmes. Oui. Chouchou, va voir Vian, le frère de Boris. Il vend des orgues dans Saint-Germain-des-Prés. Je crois qu'il s'appelait André. André, oui. Non, Alain. Oui. Pardon, Alain Vian. Donc je vais voir Alain Vian et on discute. Et puis il me dit, mais là, non, il te faut un orgue de barbarie neuf. Donc il m'envoie chez Monsieur Audin, un facteur d'orgue, toujours actif. Et il me dit non, parce que ces machins que je vends, moi, c'est des vieux trucs qui ont servi. Vous allez faire des centaines de représentations. Il faut quelque chose qui soit vraiment fiable. Et puis on parle, on cause. Et puis il me dit, mais mon frère, et on parle de jazz, de musique. Il dit, mon frère Boris a écrit des adaptations des grands standards et tout. Et l'heure de dire, j'en ai un coffre plein, quoi. Ah bon, et puis je découvre donc un livre dans lequel il y avait, je sais pas, des centaines de textes de Boris Vian. 500, je crois. De chansons, ouais. Oui. Ah, je me dis, mais j'en connais 10, 20, 30, 100 peut-être, mais pas 500. Et en fait, je me rends compte qu'il a fait énormément de traductions, d'adaptations de grands standards de jazz, parce qu'il adorait le jazz. Il en jouait d'ailleurs, il jouait de la trompinette. Il avait un bar de jazz aussi dans Saint-Germain. Donc, évidemment, comme j'ai étudié le jazz, sous les textes, il y avait écrit le titre en anglais original. Je dis, mais je connais ces mélodies. Et je me suis mis... En fait, j'étais capable de toutes les chanter, parce que ces adaptations, elles étaient tellement bien faites. Il avait un tel sens du phrasé, qu'il en a fait des perles, des chefs-d'œuvre. Alors du coup, donc en 2010 sort cet album dans lequel j'ai enregistré ces adaptations qui n'avaient jamais vu le jour en fait. Et pour cela, j'ai engagé le quartet de Laurent de Wiel, qui est un grand pianiste de jazz français. Et je pense qu'on a fait un très bel album. Ouais. Un extrait. Qui a pris mon cœur? Je pense à tes mains fines, à tes mains tendres,
C'est vrai que Boris Vian, d'abord, il avait au départ créé un club de jazz avec Claude Luther en 1944, la veille de la fin de la guerre, mais ça faisait trop de bruit, donc ils ont été virés du quartier. Et il a fallu attendre 2 ans pour qu'ils découvrent une cave, l'hôtel des Lorientais, et c'est là où est né vraiment le jazz, où Boris Vian a explosé, si j'ose dire. Et fait venir des tas de gens, notamment Miles Davis. Et Duke Ellington, le premier. Duke Ellington, et puis comment s'appelle, Juliette Gréco, elle a rencontré Miles exactement à cet endroit-là, quoi. Exactement, c'était la muse de Saint-Germain-des-Prés à l'époque, et c'est vrai que c'était la fête toute la nuit à Saint-Germain-des-Prés. Et vous savez quoi ? Là, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais je crois qu'à côté de cet ancien club de jazz, aujourd'hui, il y a un studio d'enregistrement où je travaille pour mon prochain album qui appartient au fils Raphaël de Michel Berger. Elle est pas belle, la vie ? C'est fou, elle est belle, oui. Raphaël, d'ailleurs, qu'on croise peu, mais physiquement, c'est le sosie de son père. C'est vrai ? C'est étonnant. Ah, je l'ai pas revu récemment, mais je l'ai vu petit, évidemment. Alors, il se trouve que ces chansons, effectivement, n'étaient pas connues parce que c'est la vague yéyé. Et il y avait quelqu'un qui avait beaucoup compté pour Boris Vian à l'époque, c'était Henri Salvador. Oui, bien sûr. Il avait aussi beaucoup travaillé avec lui. Je ne sais pas si vous le savez, il a écrit les premiers rock'n'roll bidons sous le nom de Henry Cording, avec un autre garçon qui s'appelait Big Mac, et qui était Michel Legrand. Car Michel Legrand et Claude Nougaro, vous avez songé aussi à enregistrer leurs chansons. Oui, mais ce qui était particulier avec celle de Boris, c'est qu'elle n'avait jamais été enregistrée. Donc, c'était des créations. En fait, il est décédé en 59, sauf mon erreur. 59, oui. Et donc, d'après moi, ces chansons ont été écrites probablement pour Salvador ou d'autres personnes qui le connaissaient et qui l'aimaient à l'époque. Je pense qu'il avait envie de faire cet album, mais il est décédé avant de pouvoir le faire. Et donc, à part peut-être un de ses textes, mais pas sur ces musiques-là, parce qu'en fait, ces musiques sont des musiques originales. Par exemple, Je suis mordu, c'est une musique de Duke Ellington. Donc c'est vraiment des musiques originales avec ces textes. Non, vraiment, je me suis dit, je vais faire ce répertoire-là et tout confier à Boris Vian pour cet album-là. Et en plus, je crois que vous avez recherché les partitions originales pour les adapter à votre façon, Diane-t-elle. Oui, en fait, oui. J'ai d'abord appris toutes les chansons guitare-voix. Et ensuite, j'ai été voir Monsieur Deville et je lui ai demandé de me faire des pianos pour répéter. Oh, ça a pris du temps. On a pris plusieurs années à faire ce projet. Oui, surtout qu'en plus, je crois qu'il a été enregistré en France, mixé au Japon et masterisé à Londres. C'est assez particulier. Oui, non, mais il a été enregistré dans ce fameux studio qui aujourd'hui appartient à Raphaël. Oui. Mais à l'époque, c'était pas le cas. C'était le studio Saint-Germain-des-Prés, je sais pas quoi, un nom comme ça. Et après, on l'a effectivement mixé avec Go Otoda, qui est un grand ingénieur japonais que je connaissais. Et puis j'avais envie d'amener le projet en Asie. Vous savez, les Japonais adorent tout ce qui est Saint-Germain-des-Prés, Paris, Juliette, et tout ce qui est français, en fait, hein, ils aiment beaucoup. Alors, il a pris un grand plaisir à faire cet album. Et puis, oui, je travaille avec des gens à Londres pour ce qui est du mix et du master. Et donc, oui. Et en plus, bon, vous avez fait découvrir Boris Vian à une nouvelle génération, parce que finalement, il a traversé les générations, Boris Vian, depuis J'irai cracher sur vos tombes, qui est un roman qui a été écrit en 15 jours pour faire plaisir à un copain éditeur. Oui, puis sous un autre nom, Vernon. Vernon Sullivan. Vernon Sullivan, voilà. Oui, c'était un provocateur. Puis je pense que comme beaucoup de ces écrivains à cette époque, mais même avant, quand on lit leurs journaux ou quand on lit leurs lettres, on se rend compte qu'ils avaient souvent besoin d'argent. Oui. Alors ils faisaient des trucs un peu pour le fric aussi. Probablement certains des textes qu'il a écrits de chansons rock, un peu, il l'a fait aussi un peu pour ça. Mais je crois que le jazz, c'était une vraie passion. Ouais. Et puis alors, vous avez rendu hommage à Boris Vian, mais pas seulement à Boris Vian. Bien sûr, tout ce manque de tendre. Il n'y a plus d'Amérique. Une des dernières chansons de Jacques Brel, Voir un ami pleurer.
Au départ, il s'est inspiré de Jojo qu'il avait écrit. Il a pris les idées qu'il n'a pas utilisées pour la chanson et il a écrit ce titre. Et vous avez rendu hommage à Jacques Brel aussi. Oui, mais je n'étais pas seule. C'était un grand spectacle créé par l'équipe des Franco de Montréal, du Festival de Jazz. Hein. C'est une Laurent Saunier qui était à la tête de ces deux entreprises, donc était un directeur artistique extraordinaire, qui est toujours d'ailleurs, nous a proposé de faire un spectacle autour du répertoire de Jacques Brel, mais nous étions 10 chanteurs. Donc il y avait deux chansons par chanteur. Donc moi j'avais celle-là et je chantais aussi Jeff. Mais sinon il y avait aussi Isabelle Boulay, Paul Pichet, et puis d'autres grandes stars québécoises de la chanson, Marc Hervieux, chanteur d'opéra et tout ça. Et c'était une mise en scène de Luc de la Rochelière, qui est aussi une personnalité très connue au Québec. Moi j'ai fait des missions en Afrique pour Air Solidarité. Donc j'ai appris à piloter dans les années 90 entre deux albums et puis pendant 4 ans j'étais en Afrique pour faire des missions avec Action de Solidarité Internationale, ASI, qui était une association à la Fondation de France, donc très sérieuse. Donc on faisait des rallyes, mais le but c'était quand même de construire, de créer des dispensaires, d'amener des projets, de financer des projets, surtout au Burkina Faso, mais aussi dans le reste de l'Afrique. Ouais. Et puis bon, il y a eu effectivement les Marquises pour Brel, et vous, je crois, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un bar le Rustique, tienne-t-elle. Oui, alors oui, bon, je sais que, tu sais, aujourd'hui, quand tu vas jouer ou te coucher tard dans un bar, ça risque d'être vu sur des réseaux. Et là, effectivement, bon, j'ai chanté à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais ce qui est drôle, c'est que j'étais à la montagne, au ski, et puis un gars, le cuisinier du restaurant de la station, vient me voir, il me dit « Ah, toi, t'es Diane Tell ». Il dit « Moi, j'étais cuisinier à Saint-Pierre ». Et il me ressort la vidéo où on faisait des arbres de cocktails, où on mettait le feu à cette affaire-là, à 3h du matin. Non, ouais, effectivement. Saint-Pierre-et-Miquelon, je le rappelle, celui qui l'a découvert, c'est un Québécois, c'est un Canadien, c'est Jacques Cartier, en 1536. Et puis, il y a eu aussi un autre duo avec Gérard Lenormand, beaucoup plus récent. Au lycée, Michel, assis près de toi, moi j'attendais la récré pour aller au café, boire un chocolat. Cette chanson qui s'appelait Marcel au départ, parce que Didier Barbelivien avait eu un flirt qui s'appelait Marcel. Mais je suis étonnée que vous la connaissiez, parce que c'est un projet canadien, québécois, oui, de son équipe là-bas, en fait, puisqu'on l'a enregistré là-bas. Et je savais pas que c'était sorti en France. C'est quand même une partie de ma vie. On a fait avec le projet Boris Vian, on a fait carrément des tournées. Et puis dans tous mes spectacles, il y a toujours la minute jazz, quoi, hein, c'est sûr. Et presque tous les jours, quand je répète, la plupart du temps, je commence par répéter les chansons de Boris Vian, parce que ce sont des chansons difficiles. Et puis, quand on est auteur-compositeur et interprète, on a beaucoup de plaisir aussi. Une fois qu'on a prouvé qu'on pouvait écrire des chansons et que tout va bien de ce côté-là, ça c'est fait. La coche. Hein. Après, on prend énormément de plaisir à interpréter aussi les chansons des autres. Et c'est vrai que ce sont des compositions en jazz en général, musique brésilienne aussi. Ce sont des compositions très très belles, un peu complexes, et ouais, j'aime un peu la difficulté. Si j'étais un homme est une chanson assez compliquée. Dans le fond, la musique n'est pas simple. Donc, ouais, j'ai un petit côté comme ça. Je suis pas compositeur à 3 accords, on va dire. Voilà. En tout cas, vous faites beaucoup de choses, et puis on va évoquer maintenant le futur à travers la date du 17 septembre 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Diane Tell. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Diane Tell, le 17 septembre 2025, et c'est sorti la première chanson d'un album qui va marquer votre retour. Cette chanson qu'on écoute pour l'instant en attendant les suivantes, c'est Le mot et la chose. Et je gagerais que le mot
serait beaucoup moins que la chose. Pour moi, voici quel est mon mot. Et sur le mot et sur la chose, j'avouerai que j'aime le mot, j'avouerai que j'aime la chose. Votre voix n'a pas changé depuis 50 ans, Diane Tell. Quel est votre secret de jeunesse ? Je sais vraiment pas parce que en fait je suis pas du tout maniaque. J'aime bien sortir, faire la fête, faire des montagnes de verre et mettre le feu comme à Pierre et Miquelon. Non, on aime bien la vie. Je suis bonne vivante, mais je crois que j'ai trouvé, sans me rendre compte, un certain équilibre. C'est-à-dire que je suis aussi très couche tôt, lève tôt. Je fais du sport, je fais attention, je répète. Je force pas trop sur grand chose en fait. J'ai une vie équilibrée. Alors, cet extrait qu'on écoute, c'est le premier extrait d'un album, Polissonne, qui va sortir en 2026 et qui va marquer vos 50 ans de carrière. Vous avez voulu faire cet album pour justement célébrer cet anniversaire. Oui, alors c'est un album très particulier puisque je m'intéresse beaucoup depuis plusieurs années à la poésie libertine, érotique. Donc ça va de Ronsard en passant par les contes libertins de La Fontaine, les textes de Voltaire, Pierre Louis évidemment, Richepin, Germain Nouveau, Gris Paris, donc des grands auteurs de la littérature française sur 5 siècles. J'ai presque envie de dire, ils en ont tous fait. Hein. Oui, tous. À l'époque, c'était pas interdit. Je dirais pas ça. Il y en a qui ont il y en a qui ont été en prison pour certains textes, surtout au moment de la Réforme, avec les protestants qui ont mis un peu le holà à toute cette liberté qui était plus en vogue à la Renaissance ou avec les troubadours encore bien avant. Hein, on était très libre dans nos écrits, le roman, le romantisme. Mais ce sont des textes d'amour en fait, tout simplement, où on parle aussi du geste. Donc la fameuse chose et dont parle l'abbé de l'Athénian, parce qu'il faut rappeler que le mot et la chose est un texte d'un abbé, donc du XVIIe siècle, sauf mon erreur, au XVIIIe plutôt, il est 1700 et je sais plus combien. Et donc les musiques sont par contre toutes originales. Je travaille avec Pablo Pico, qui est un compositeur de musique de film de Tours, un Français extraordinaire. On s'est tout de suite entendu et compris sur ce qu'il fallait faire. Et vous avez pu vous en rendre compte, c'est pas une musique ordinaire, drum and bass avec des sons. C'est très contemporain, mais en même temps intemporel. Colette Renard avait fait, dans les années 70, un album, Les Nuits d'une demoiselle, qui avait fait scandale et qui est devenu culte aussi, sur des textes de Guy Breton. Exactement. Donc, la chanson de Colette aurait pu être dans l'album. Mais là, nous, on cherche toujours à faire le pain qui n'existe pas. Donc, le boulanger cherche à faire un pain qui n'existe pas. Donc, c'est notre cas aussi. Alors, on essaie de créer des œuvres qui sont nouvelles et puis de ramener aussi un peu de sensualité dans ce monde de brut dans lequel on vit. Nous sommes bien d'accord. Alors, il se trouve qu'en même temps, puisque ce sont vos 50 ans de carrière, vous repartez en tournée l'année prochaine. Il y a déjà 30 dates au Québec, mais c'est que le début. Oui, c'est que le début parce que depuis notre publication première, on est déjà à 40 et là nous rencontrons des personnes en France pour quand 27, donc la tournée, parce que l'anniversaire c'est 27, hein, c'est novembre 2027, sortie du premier album avec Le pouce dans la bouche, et donc on espère faire Paris en novembre 27 avec évidemment la tournée en France, Suisse, Belgique et partout où on veut bien nous recevoir dans le monde entier en français. Avec des classiques de votre répertoire, je suppose. Bien sûr, oui. On fait un spectacle où on essaye en 1h30, 1h03 de faire ce que vous venez de faire en 1 heure pratiquement. Hein. Alors, il se trouve que parmi les chansons qui ont marqué votre parcours, il y en a une dont vous avez la maquette et c'est un collector. Comme un hiver qui finit, faire à nouveau connaissance. Car cette chanson, c'est Françoise Hardy qui vous l'a offerte et elle vous a donné la maquette enregistrée avec sa voix. En fait, je suis allée chez elle dîner. J'adore
j'adore Françoise, Jacques et son fils Thomas Dutronc, avec qui j'ai eu la chance de partager quelques moments musicaux. Et de rire, je suppose. Et de rire aussi. Et de rire beaucoup, oui. Mais donc, à l'issue du repas, je demande à Françoise si elle n'a pas un texte qui traîne par là, qui n'a pas trouvé sa musique, quoi, son son. Et elle me donne ce texte, Faire à nouveau connaissance. Donc, je suis rentrée à la maison, j'ai composé la musique et je lui renvoie le tout. Et en fait, elle m'a fait une maquette où elle chante la chanson pour tester un peu le truc. Et c'est juste magnifique. C'est notre seule victoire de la musique. Donc, et je voudrais quand même rappeler, parce qu'on oublie ces choses-là, c'est que Françoise, à l'époque, elle n'écrivait pas pour les autres. Elle n'avait pas encore Fais-moi une place pour Julien Clerc et tout ça. Et je me souviens très bien, alors ça va vous paraître fou en 2025, mais la victoire de la musique que nous avons reçue, sauf mon erreur, on l'a reçu, je crois que ça devait être au Moulin Rouge, au Folies Bergères, ou un de ces deux endroits. Et c'était Renaud qui était le MC, donc le maître de cérémonie, imaginez-vous, avec l'orchestre de Petit, Monsieur Petit. Jean-Claude Petit, oui. Voilà. Et donc on l'a chanté en live, et je me souviens très bien, lorsque je suis allée chercher mon trophée, d'avoir vu un Julien Clerc qui regardait Madame Françoise Hardy, puis disait, mon Dieu, mais elle écrit pour les autres. Parce que lui, il écrivait pas de ses textes. Exactement. Et donc, c'est par la suite qu'elle a fait Fais-moi une place pour Julien et d'autres chansons. Elle a plus collaboré par la suite. Beaucoup plus d'ailleurs. Alors, il se trouve que ces 50 ans s'est passé, mais vraiment en quelques mois, parce que vous avez fait tellement de choses, Diane Tell. Ouais, c'est vrai que ça paraît court. Parce qu'on a l'impression que tout ça c'était hier, puis en même temps, mon Dieu, quand même, quel parcours. Puis j'ai pu faire différentes choses et travailler avec des gens extraordinaires. Je pense que ce dont je suis le plus fière de toute ma carrière, ce sont toutes ces rencontres extraordinaires qui m'ont permis de faire donc un peu de théâtre, des chansons en collaboration, des musiciens avec qui j'ai pu travailler, et des Berger, des Savary, des Plamondon, des personnes qui m'ont apporté beaucoup. Parce que ces œuvres que l'on partage ou qu'ils m'ont offertes, ce sont de véritables cadeaux de la vie et de cadeaux d'eux surtout. Alors, il se trouve qu'un jour, vous avez décidé de vous installer à Biarritz, vous y êtes toujours. C'est un choix assez particulier pour quelqu'un qui vient du Québec. Oui, alors c'est un choix très particulier, surtout parce qu'on nous dit si tu quittes Paris, ta carrière est terminée. Oui, c'était surtout ça. C'est déjà dit ça. Oui, maintenant, non, il y a tellement de monde à Paris qu'on peut même plus vivre à Paris. Oui, mais je suis partie en 88 à Biarritz, donc. Vous êtes en avance sur votre temps. Ouais, mais c'est vrai que ça c'était pas toujours évident, mais par contre, Jacques, faut que je vous corrige, je n'habite plus Biarritz. Je suis déménagée maintenant dans les Alpes, en Suisse. Vous êtes au sommet, c'est normal. J'ai toujours eu un grand amour pour la montagne. Et puis il y a eu des changements qui font que je me suis dit, allez, est-ce que je réalise mon rêve avant qu'il ne soit malheureusement trop tard? Parce que déménager dans un autre pays, c'est quand même assez complexe. Et aujourd'hui, je vis à 1000 mètres, donc dans un petit village de 200 âmes, et j'adore. Et vous avez raison. Puis en plus, la montagne, ça vous rappelle le Québec, donc c'est un peu une filiation. La neige, en tout cas. Exactement. Alors, dans les Landes, en revanche, en 2001, vous avez enregistré cette chanson. Popeline grandit, élevé dans du coton, ouais, j'habite tout. La 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 la. Popeline s'éveille. Et cette chanson est assez particulière parce qu'à l'époque, vous avez décidé de travailler toute seule. C'est-à-dire qu'à l'inverse de beaucoup d'autres artistes, vous avez compris avant tout le monde que les maisons de disques, c'était pas évident. Et vous avez choisi de travailler, d'être votre propre productrice, de vous occuper de tout. C'était pas si courant à l'époque. Non, c'était pas si courant. Alors, il faut dire que j'ai quand même été heureuse avec les maisons de disques avec lesquelles j'ai travaillé. Mais je veux pas trop m'étendre là-dessus, mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas les mêmes business models, quoi. C'est-à-dire que
eux ont un business model qui font qu'ils produisent plusieurs artistes, puis un coup ça marche, puis après ça marche moins, donc on passe à autre chose. Nous, on a une seule vie, quoi, en fait. Hein, on est un seul artiste. Donc, ces modèles se croisent, donc on travaille ensemble pendant un bout et c'est génial. Là où j'ai beaucoup de chance, c'est que les séparations se sont faites en toute amitié. J'ai jamais eu de soucis. Et vraiment, avec, par exemple, Sony ou BMG, avec qui j'ai travaillé quand même longtemps, j'ai fait aussi de très belles expériences, de très beaux albums à Londres. Tu sais, quand ils t'envoient à Londres pendant 6 mois pour faire un album, c'est un bonheur absolu. Oui. Donc, on a fait des belles choses, mais c'est vrai que pour poursuivre ma création, en fait, hein, il fallait que je reparte en solo et en indépendante. C'est très dur et c'est pas donné à tout le monde, mais c'est faisable. Henri Salvador et Guy Béard ont été le premier à faire les années 60, n'en sont jamais pleins, et vous, vous êtes plutôt contente. Et puis, il y a aussi une chanson très particulière dans votre parcours, réalisée par un DJ. Je t'aime en continu. Ah oui, mon Dieu. Tu m'aimes en pointillé. Sans toi, je suis perdue. Ça, c'est tout à fait étonnant, car c'est parti d'une chanson, et il y a eu 3 versions DJ pour Berlin, pour Milan et Buenos Aires. Ouais, c'est Olaf Hunt, avec qui on a sorti quelque chose il n'y a pas très longtemps avec lui. Alors oui, c'est moi qui ai demandé, en fait, parce que on me disait toujours, il faudrait que tu passes par le dance floor, et c'est vrai que j'ai souvent rêvé d'avoir un band, par exemple, d'être chanteuse dans un band, tu vois. J'aurais aimé être dans les Pretenders ou Blondie, tu vois. Mais c'est vrai aussi que quand j'allais dans les boîtes, je me disais, j'aimerais bien avoir une tube en boîte de nuit quand même. Il y a quelque chose qui, tu sais, de faire bouger les gens, parce que mes chansons, elles sont toujours, souvent, en tout cas, romantiques. En tout cas, celles qui ont marché, c'est souvent des ballades. C'est les slow en fin de soirée, quoi. Mais là, moi, j'avais envie d'être, parce que je suis quelqu'un de très actif, très vivant, très gai. Et donc, j'avais envie aussi que les gens s'amusent sur mes chansons. Donc, on a fait des essais comme ça, mais la transition est pas facile. Non, mais pour le public. Pour le public, mais en même temps, ça a marché. Il y a une activité que vous avez commencé à exercer en privé, et là, il y a rien en public, c'est la photo, car ça vous passionne aussi. Oui, il y a rien en public. C'est-à-dire que c'est vrai, j'ai très peu exposé un petit peu à Biarritz, à Lyon, à Paris, un peu comme ça. Et aujourd'hui, j'expose dans mon chalet. Oui. Mais par contre, je suis devenue vidéaste. Donc, si vous allez sur ma chaîne YouTube, où nous avons déjà plus de 32 millions de vues, ce qui est beaucoup pour une artiste de ma génération. Oui. Mais la plupart des vidéos, c'est moi qui les ai faites. Donc, je suis passée un peu de la photo à la vidéo. Et j'aime beaucoup. Mais je fais encore un peu de photos. Si on va sur mes réseaux, en fait, on voit que les photos sont toujours assez soignées quand même. Mais c'est vrai que ça reste... je suis amateur. Voilà. En tout cas, avec vous, il n'y a jamais un cliché. C'est toujours très original. Et cette tournée, il faut s'y préparer, parce que maintenant, l'avenir, c'est 2026-2027. C'est la suite. Parce que vous n'êtes pas du genre à vous arrêter. Alors, non, mais en même temps, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui savent s'arrêter quand il faut. J'espère avoir la sagesse de m'arrêter quand il faudra que je m'arrête. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que ce ne sera pas avant 27, puisqu'on va fêter ses 50e. Alors, je l'ai dit dans les communiqués, je n'aime pas beaucoup fêter mes anniversaires, hein, parce qu'on ne fait que fêter une année de plus, c'est pas très drôle. Mais là, j'ai accepté de le faire parce que j'ai envie de fêter 50 ans de fidélité de Jacques Pessis et du public français et québécois et francophone et de toutes les personnes qui me suivent toujours. Donc c'est moi qui vous reçois. C'est moi qui vous paye l'apéro là. Avec joie. De toute façon, ce sera votre anniversaire, mais c'est le public qui sera à la fête, avec ce nouvel album en 2026 et cette tournée sur 26-27. Et puis je suis sûr que vous avez encore des tas de choses à dire et que vous reviendrez en parler dans les clés d'une vie. J'espère. D'autres clés. Exactement. Diane Tell, merci. Bon anniversaire par avance. Merci. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.